Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour l'épisode 34 de Parlons Constitution. On va se poser la question aujourd'hui de la responsabilité politique de l'exécutif. Alors avant toute chose, quelques rappels. Tout d'abord, on avait vu les rôles du gouvernement, qui sont principalement d'assurer l'exécution des lois et de mettre en œuvre la politique de la nation, tout en représentant le pays à l'international et à diriger l'administration. Même s'il participe avec l'Assemblée nationale à la détermination de la politique de la nation. En tout cas, ce n'est pas lui qui doit la déterminer seul, il participe avec l'Assemblée nationale, et c'est l'Assemblée nationale surtout qui détermine la politique de la nation, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 25. On a vu aussi dans l'épisode 26 ceci, l'article 49 alinéa 3, plus connu sous le nom de 49.3. Il dispose de la responsabilité engagée par le gouvernement sur le non-vote, sur le vote, c'est marqué sur le vote, mais c'est plutôt le non-vote puisque justement on ne vote pas, les députés ne votent pas pendant un 49.3, sur le vote du coup d'un projet ou d'une proposition de loi. C'est-à-dire que le texte est réputé adopté, sauf si les députés viennent déposer une motion de censure et la votent et donc renversent le gouvernement. Si le gouvernement n'est pas renversé, le projet ou la proposition de loi est considéré comme adopté. Et je vous invite bien sûr à aller revoir l'épisode 26 pour les détails. On avait également vu les relations entre le gouvernement et le président de la République. En fait, dans l'épisode 30, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de responsabilité directe du gouvernement envers le président de la République. Le président de la République n'est pas chef de l'exécutif, il est chef de l'État, mais pas chef de l'exécutif, et il ne peut renvoyer les ministres ou les directeurs de lui-même. Donc retenez bien tout ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait ça va nous servir au cours de cet épisode. Autre rappel, il s'agit ici de l'épisode 10 où on avait évoqué différentes typologies de régimes et systèmes politiques, et j'ai envie de revenir ici sur la typologie des démocraties représentatives ou semi-directes, selon la séparation des pouvoirs en vigueur dans ces régimes. On avait évoqué le régime d'assemblée, ou régime conventionnel, c'est lorsqu'il y a une assemblée élue qui détient tout ou la majorité du pouvoir. On avait parlé aussi du régime parlementaire, le plus commun disons, en tout cas en Europe. C'est lorsqu'il y a une séparation souple des pouvoirs, les pouvoirs législatifs et exécutifs agissent en se parlant et en pouvant exercer des pouvoirs l'un sur l'autre. La dissolution du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, pour le gouvernement ou le président de la République, et la dissolution du gouvernement pour l'Assemblée nationale, en tout cas ce qui concerne la France, puisque la France est un régime parlementaire, enfin en principe. Et avec un régime parlementaire, le gouvernement est donc responsable devant le pouvoir législatif. Il peut être renversé par une ou plusieurs chambres du pouvoir législatif. On avait ensuite vu le régime semi-présidentiel, qui est en fait notre régime actuel en France, qui ressemble à un régime parlementaire, puisque c'est comme un régime parlementaire, mais avec en plus un chef d'État qui est élu, généralement au suffrage universel direct, et qui a des pouvoirs propres, qui en font un véritable chef de l'exécutif, ou co-chef de l'exécutif avec le Premier ministre. Et enfin, il y a un autre type, le régime présidentiel. C'est une séparation stricte des pouvoirs, c'est-à-dire que le pouvoir législatif ne peut pas renverser le pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif ne peut pas renverser le pouvoir législatif. En tout cas, pas pour des raisons politiques. Pour des raisons pénales, peut-être, mais pas pour des raisons politiques. Le président de la République dans un régime présidentiel est chef du gouvernement, et en même temps, chef de l'État. Et le gouvernement est irresponsable, ça veut dire qu'il n'est pas responsable, il n'a pas de compte à rendre au pouvoir législatif. Alors, ces rappels étant faits, on va pouvoir aborder tout de suite la responsabilité devant le Parlement. Ce qui fait que notre régime est un régime parlementaire, ce qui fait que beaucoup des régimes en Europe sont des régimes parlementaires, et c'est cette séparation souple, cette responsabilité du gouvernement, du pouvoir exécutif devant le Parlement. Alors, il est noté actuellement à l'article 20 alinéa 3 de la Constitution de la 5e République que le gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Cette responsabilité peut être engagée par le gouvernement selon deux procédures. La première, la question de confiance, prévue à l'article 49, alinéa 1. Nous verrons ça plus en détail dans l'épisode suivant, c'est-à-dire dans l'épisode 35. En gros, c'est le gouvernement qui demande s'il a la confiance de l'Assemblée nationale ou d'une autre chambre, et s'il l'obtient, tout va bien, s'il ne l'obtient pas, il doit remettre sa démission. Autre procédure où le gouvernement engage sa responsabilité, l'article 49 alinéa 3 dit 49.3 qu'on a déjà évoqué dans l'épisode 26 et que j'ai rappelé rapidement au début de cet épisode. Ensuite, on a une troisième procédure qui est en fait une procédure où c'est engagé par le Parlement, et en particulier par l'Assemblée nationale, en tout cas pour ce qui est d'actuellement, il s'agit de la motion de censure, article 49 alinéa 2. Et nous verrons cette procédure plus en détail dans l'épisode 37.
Aussi, l'article 50 complète ainsi. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, c'est-à-dire la motion de censure ou la question de confiance. Déclaration de politique générale du gouvernement, ça revient en fait à la question de confiance. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. C'est ce qu'on a dit en tant que responsabilité, la motion de censure, la question de confiance. Ce sont des procédures qui doivent conduire automatiquement, s'il y a un refus par l'Assemblée nationale, à la démission du gouvernement. C'est le principe de la responsabilité du gouvernement, quoi. Alors, mais cette responsabilité du gouvernement devant le Parlement se retrouve également dans des procédures qui ne vont pas conduire directement à sa démission. En fait, c'est tout ce qui est le contrôle du Parlement sur le gouvernement, c'est-à-dire la mission de contrôle de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages, que ce soit du contrôle information ou du contrôle sanction. Contrôle-sanction étant notamment cette procédure de motion de censure. Et nous verrons tout ça plus en détail dans l'épisode 36. Alors maintenant, j'aimerais voir quand même le citer, l'article 49 de la Constitution de la 5ème République. Nous allons le lire ensemble, mais je ne vais pas le détailler, l'expliquer plus que ça, puisqu'on verra chaque alinéa, à l'exception de l'alinéa 3, puisqu'on l'a déjà vu dans l'épisode 26, on verra chaque alinéa, sauf l'alinéa 3, dans les autres épisodes qui vont venir après sur la question de confiance et sur la motion de censure. Donc, premier alinéa, le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Ça c'est la question de confiance. Ensuite, la motion de censure, alinéa 2. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième, au moins, des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire, et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Alors avant de poursuivre avec l'alinéa 3, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que tout ceci, c'est ce qu'il y a actuellement dans la Constitution. Ce n'est pas forcément ce que je vais dire plus tard que je souhaite qu'il y ait. Puisque n'oublions pas, cette série est politique, c'est ma façon à moi de contribuer et de créer une constitution que je juge meilleure, et ensuite on peut bien évidemment en débattre dans les commentaires. N'oublions pas que c'est une série politique dans laquelle je présente ma vision politique dans le domaine constitutionnel. Alors donc ici, c'est ce qu'il y a actuellement, et l'alinéa 3 continue, on a déjà vu l'alinéa 3, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures actuellement, mais 48 heures dans le passé, et aussi 48 heures pour moi, puisque j'aimerais qu'on retourne à ces 48 heures, parce que 24 heures c'est quand même un peu faible. Donc une motion de censure, déposée dans les 24 heures actuellement, 48 heures je préférerais, qui suivent, et votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Et il y a un 4e alinéa en fait à l'article 49 qui vient rajouter quelque chose. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Ce n'est pas la même chose que le premier alinéa, puisque là c'est devant le Sénat et non devant l'Assemblée nationale. Et le Sénat, s'il n'approuve pas cette déclaration de politique générale, ne va pas conduire à un renversement du gouvernement. En tout cas, actuellement. Ensuite, voyons la responsabilité devant le président de la République, c'est-à-dire le régime parlementaire moniste ou dualiste. Alors qu'est-ce qu'un régime parlementaire moniste, qu'est-ce qu'un régime parlementaire dualiste? Un régime parlementaire est dit moniste si le gouvernement est uniquement responsable devant le corps législatif. C'est-à-dire que dans un régime parlementaire moniste, le gouvernement n'est pas responsable devant le président de la République, il est seulement responsable devant le corps législatif, par exemple devant l'Assemblée nationale. Alors que dans un régime parlementaire dualiste vient de deux bien sûr, le gouvernement est en plus responsable devant le chef de l'État. C'est-à-dire que là, le gouvernement va devoir rendre des comptes au Parlement, au corps législatif, à l'une des chambres du Parlement, donc par exemple l'Assemblée nationale, et en plus il va devoir rendre des comptes au chef de l'État, que ce soit un roi ou un président de la République. Parce qu'il existe bien sûr des régimes parlementaires qui sont des monarchies parlementaires, monarchies constitutionnelles parlementaires. Comme c'est le cas du Danemark, ou comme c'est le cas de l'Angleterre. Mais ces régimes parlementaires sont très rarement des régimes dualistes, en tout cas ils ne le sont plus actuellement. C'était le cas dans le passé, mais aujourd'hui, le roi dans ces pays-là n'a plus qu'un rôle honorifique, ou d'arbitre un peu lointain, mais en tout cas n'a pas un rôle de responsable, de chef de l'État, de l'exécutif pleinement, et donc le gouvernement n'est pas responsable devant ce roi.
Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a un régime moniste de jure. Alors je sais pas comment ça se prononce exactement, de jure, de facto, de juré, déjuré, de facto, je ne sais pas exactement. Je vais dire de jure et de facto. Régime moniste de jure, ça veut dire légalement. C'est une locution latine qui veut dire légalement. Légalement. D'un point de vue du droit, d'un point de vue de la Constitution, nous sommes dans un régime moniste, c'est-à-dire que le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée nationale et pas devant le chef de l'État. Mais en réalité, puisque le président de la République a beaucoup de pouvoir dans la pratique, nous sommes dans un régime dualiste, puisque si le gouvernement n'est plus en accord, en tout cas hors période de cohabitation, le gouvernement tombe en général et est modifié par le président de la République qui va fortement demander, disons comme ça, au gouvernement de remettre sa démission ou de faire des modifications dans ses ministres. Mais on est plus proche de la lettre, c'est-à-dire du droit, de ce qui a marqué dans la Constitution quand on est dans une période de cohabitation, c'est-à-dire lorsque le président de la République et le Parlement, l'Assemblée nationale en particulier, et donc le gouvernement, ne sont pas de la même couleur. Par exemple, on aurait un président de gauche et une Assemblée nationale et un gouvernement de droite. Ou l'inverse, un président de droite et un gouvernement et une Assemblée nationale de gauche. Ça s'est déjà produit, ça fait longtemps que ça se produit plus, pour différentes raisons, je vais pas évoquer tout ça ici, mais en tout cas, actuellement, on est plutôt dans la pratique dans un régime dualiste. Même si la Constitution prévoit un régime moniste, on l'a déjà vu juste avant avec l'article 20, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement en général, et devant l'Assemblée nationale plus particulièrement. Il n'est marqué nulle part que le gouvernement est responsable devant le président de la République. Et on ne peut pas le déduire non plus des pouvoirs, des relations entre le gouvernement et le président de la République. En tout cas, pas depuis le texte, mais dans l'interprétation qui en est fait dans la pratique, oui, on arrive à un régime dualiste. J'espère que vous avez compris. Dans la Constitution, régime moniste toujours, dans la pratique, régime dualiste, puisque le président de la République a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il est noté dans la Constitution, puisqu'il capte une partie des pouvoirs du gouvernement, et en particulier du Premier ministre. Alors pour moi ça devrait être un régime moniste car le président de la République est un arbitre dans ma constitution, c'est un véritable arbitre, il n'est pas chef de l'exécutif, il ne peut de lui-même renvoyer les membres du gouvernement, ni les commander. Donc, régime moniste. Donc voilà pour ma constitution, qui d'une certaine manière se rapproche un peu plus sur ce point-là en tout cas, de la lettre de ce qui a marqué dans la constitution actuelle. Alors, il faut rappeler quelque chose, le président de la République est irresponsable politiquement devant le gouvernement ou le Parlement. C'est le cas actuellement, et pour moi, ça doit toujours être le cas dans ma vision politique constitutionnelle. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas responsable politiquement devant le gouvernement ou le Parlement? En fait, c'est pour protéger son indépendance. En tant que chef de l'État, il doit représenter la France, il a différents pouvoirs, différents rôles qu'on a déjà vus, représenter la France, assurer la continuité de l'État, ce genre de choses qui font qu'il a besoin d'une pleine indépendance. S'il est responsable devant le gouvernement pourra lui imposer des choses. S'il est responsable devant le Parlement pourra lui imposer des choses. Et encore plus, dans ma vision politique constitutionnelle, ici, le président de la République a besoin d'être indépendant pour être un véritable arbitre. Je ne dis pas juge, parce que ce serait impropre, il ne fait pas respecter la loi, ce n'est pas un juge de fait, c'est plus un arbitre. Il ne vient pas appliquer des règles, il vient réguler les rapports entre le gouvernement et le Parlement, notamment pour ce qui concerne de la motion de censure ou de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais ça, on va le revoir encore dans d'autres épisodes sur la motion de censure, etc., etc., puis on l'avait déjà vu dans l'épisode sur les rôles du président de la République. Le président de la République est ici plus un arbitre entre le gouvernement et le Parlement, et donc il doit être indépendant, il n'est pas responsable devant eux. Alors passons maintenant à la responsabilité devant les citoyens. Si le gouvernement est responsable devant le Parlement, mais pas devant le président de la République. Si le président de la République n'est pas responsable devant le gouvernement ni le Parlement, les deux sont-ils responsables devant les citoyens? Alors en fait, pas les deux. Un, mais pas deux. Puisqu'on avait dit à l'épisode 29 que la responsabilité politique du président devant les citoyens existait du fait de son élection au suffrage universel direct et de la présence du RIC révocatoire, référendum d'initiative citoyenne révocatoire, qui permet aux citoyens de venir destituer le président de la République s'il fait des choses qui ne les conviennent plus. Alors on n'avait pas dit clairement que c'était une responsabilité politique du président de la République devant les citoyens, mais c'est ce qui en découle. S'il est élu au suffrage universel direct, il peut ne pas être réélu, et donc il a une certaine responsabilité pour se faire réélire, et aussi, s'il peut être révoqué, s'il peut être démis de ses fonctions par un référendum d'initiative citoyenne, alors ça veut dire qu'il est responsable devant les citoyens. S'il fait n'importe quoi, s'il joue un mauvais rôle d'arbitre, s'il ne permet pas au pays d'avoir une continuité de l'État, d'avoir une indépendance de la justice, s'il ne joue pas bien son rôle, ses rôles,
le peuple, les citoyens, vont pouvoir le révoquer. Il est donc responsable devant les citoyens. Par contre, le gouvernement est-il responsable devant les citoyens? Eh bien justement, vous l'avez compris, non, il ne l'est pas, lui, car ça risquerait de causer de l'instabilité gouvernementale et un basculement vers une démocratie d'opinion, une doxocratie, une tyrannie de la majorité. Je m'explique. Pourquoi est-ce que si le gouvernement est responsable devant les citoyens, on risque de l'instabilité gouvernementale et un basculement vers une démocratie d'opinion? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si c'est le cas, les citoyens vont pouvoir imposer leur point de vue, imposer ce qu'ils veulent au gouvernement. Et l'opinion publique étant changeante, ça peut causer de l'instabilité gouvernementale. Un ministre peut tomber parce que une partie de la population n'est plus d'accord avec ce qu'il fait, ou n'apprécie plus tellement ce qu'il fait, ou l'un ministre a dit quelque chose qui est un peu limite, mais bon, ça passe, sauf que pour une majorité des citoyens, ça ne passe pas, il le vire. Voilà, ça peut créer de l'instabilité gouvernementale, et ça peut aussi conduire le gouvernement à écouter l'opinion publique de façon trop importante, disons. C'est-à-dire qu'on basculerait dans une démocratie d'opinion, une doxocratie, c'est la même chose, ou une tyrannie de la majorité, c'est-à-dire que la majorité des citoyens, via des sondages, ou via des pseudo-votes sur internet, enfin bref, peu importe la méthode, va s'exprimer, et va conduire le gouvernement qui va appliquer cette opinion publique sans débat. Le débat se déroule à l'Assemblée nationale, mais si il y a une démocratie d'opinion, une doxocratie, une tyrannie de la majorité, du fait de cette responsabilité politique du gouvernement devant les citoyens, le gouvernement va être tenté, pour rester en place, de suivre la volonté de la majorité, de suivre l'opinion publique. Certains pourraient dire que c'est une bonne chose de suivre l'opinion publique, de suivre ce que veulent en fait les citoyens, sauf que non. Ce qui est important, c'est trouver ce qui est bon. Ce n'est pas faire ce que les gens veulent. Ce n'est pas la même chose. Trouver ce qu'il est bon de faire, ce n'est pas appliquer ce que les gens pensent qu'il est bon de faire, ou aimeraient faire pour leur propre intérêt, ce qui est encore pire. L'objectif est de faire des lois bonnes, des lois justes, des lois qui conviennent et qui sont importantes pour le pays, qui conviennent au pays. Pas de faire les lois qui conviennent à la majorité des gens parce qu'ils la veulent, parce qu'ils pensent que c'est bon. Non. Il faut qu'il y ait un débat pour ça, il faut qu'il y ait un vrai débat d'arguments, une vraie réflexion derrière, et pas juste une volonté. La volonté ne suffit pas pour faire des bonnes lois. Il faut aussi les analyser, les examiner et les améliorer via le débat. C'est pour ça qu'une démocratie d'opinion peut être dangereuse, car dans ce cas-là, c'est seulement les opinions qui ne sont pas éclairées, puisque ce sont des opinions qui vont gouverner et qui vont faire un petit peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Ça peut faire des bonnes choses, les opinions sont pas toutes mauvaises, mais il vaut mieux un débat et plus d'expertise pour avoir des lois meilleures. Et sans débat, plus de discussion, et une démocratie, un pays où on ne discute plus, où juste on applique ce que la majorité des gens veulent, c'est faire une tyrannie de la majorité, c'est faire en sorte que ce qui est majoritaire, ce que les gens préfèrent, les intérêts du plus grand nombre, aillent contre les intérêts des minorités. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, Ça peut paraître comme ça, mais pas forcément. On pense à différentes minorités, LGBT, les femmes qui étaient une minorité il y a un certain temps aussi, des étrangers, des personnes de couleur, des classes populaires sous-représentées. Voilà, ce genre de personnes pourraient être lésées par une démocratie d'opinion. Mais en plus, une responsabilité politique du gouvernement devant les citoyens conduirait à un affaiblissement des rapports entre le gouvernement et le Parlement. Pourquoi encore? C'est assez simple. Si le gouvernement vient plus écouter les citoyens, il va moins s'intéresser au Parlement, et les rapports vont être moins fournis. Si en plus, le gouvernement est responsable devant les citoyens, comme les députés d'une certaine manière qui sont élus par les citoyens, la légitimité du gouvernement va être renforcée, puisqu'il va dire « J'agis au nom des citoyens, au nom de l'opinion publique, au nom de quoi je vous le dis, monsieur le député, au nom de la démocratie, et vous n'avez pas à me commander. » On pourrait imaginer un discours pareil. Dans ce cas-là, le gouvernement et le Parlement n'auront plus tout à fait les mêmes rapports, ils auront un rapport d'égal à égal, le Parlement pourrait même s'écraser devant la volonté de l'opinion publique représentée par le gouvernement qui agit en son nom via des sondages, donc via une espèce de sondocratie. Alors, le Parlement et le gouvernement auraient des rapports affaiblis, plus faibles, moins tendus, plus tendus peut-être, mais en tout cas moins de discussions, donc des rapports plus faibles et, à mon sens, plus déséquilibrés. C'est pour ça que le gouvernement ne doit pas être responsable politiquement devant les citoyens. Aussi, je pourrais ajouter que pour faire des bonnes lois, pour faire des bons projets de loi, pour mieux diriger l'administration, il n'a pas besoin, et il ne doit surtout pas, en fait, se référer à l'opinion publique. Il peut s'y référer un petit peu, mais il doit aussi se référer à de l'expertise, à des connaissances pratiques, réelles, de l'expérience.
Je parle ici non pas pour faire des lois, pour faire la loi, hein. Je parle ici pour diriger l'administration, édicter des règlements, et aussi d'une certaine manière pour faire les études d'impact des projets de loi. Bref, il y a plusieurs raisons, je viens de vous les évoquer ici, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, si c'était pas assez clair, n'hésitez pas bien sûr à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Mais en tout cas, pour le moment, nous en avons fini avec la responsabilité politique de l'exécutif. Enfin, on en a fini pour voir les principes, qui est responsable devant qui, mais on n'en a pas fini pour voir les détails des procédures qu'on verra dans les autres épisodes. Donc pour conclure, j'aimerais revenir sur ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu ? Le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement, mais pas devant le président de la République. Ça c'est pour ma vision politique dans le domaine constitutionnel, ce n'est pas le cas actuellement dans la pratique. Aussi, on a donc un régime moniste. Et il y a 3 procédures principales qui permettent d'engager la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, la question de confiance, le 49.3 et la motion de censure. 49.3 qu'on a déjà vu, question de confiance qu'on va voir dans le prochain épisode, et motion de censure qu'on verra dans 2 épisodes, je crois, épisode 36, je vous invite bien entendu à la regarder quand elle sortira. Alors, irresponsabilité politique du président de la République devant le Parlement ou le gouvernement, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi ? Pour protéger son indépendance. Également, le président de la République est responsable devant les citoyens qui l'élisent et peuvent le révoquer via un RIC, référendum d'initiative citoyenne, révocatoire. Par contre, le gouvernement n'est pas responsable devant les citoyens, pour éviter une instabilité gouvernementale et un basculement vers une démocratie d'opinion, en plus d'un affaiblissement des rapports entre le gouvernement et le Parlement, et l'utilisation de l'opinion publique à la place de l'expertise, du débat et de la recherche de la meilleure loi, de la meilleure décision possible. Et donc, pour préciser cette responsabilité du gouvernement, nous allons commencer par voir dans le prochain épisode la question de confiance et la déclaration de politique générale, donc en particulier l'article 49, alinéa 1 de la Constitution actuelle, et ce qui en deviendra dans ma vision politique constitutionnelle. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de débattre dans les commentaires, surtout avec respect, bien évidemment, et on se retrouve du coup la prochaine fois pour la question de confiance et la déclaration de politique générale. C'était Elsker, et à bientôt.